Vladimir Poutine, par cette guerre, veut se montrer en leader de ce nouveau monde. Face à cette nouvelle guerre des mondes, il veut représenter ces nouvelles valeurs, il veut que d'autres pays, les BRICS, des pays africains, des pays de l'Amérique du Sud, etc., s'allient à lui, non pas tant par militairement ou je ne sais quoi, mais en tout cas rhétoriquement par une appartenance à des valeurs. Est-ce que cela, pour lui, c'est un but de guerre? Guillaume l'a rappelé, son but de guerre à Kiev, c'est rater de chez rater. Hein. En revanche, là, cette recomposition du monde, là, la Russie a ses chances. C'est un pays qui a zéro invention technologique, qui a très peu d'industrie à part la manne pétrolière. Mais en revanche, là, la guerre, cette espèce de guerre qu'il est en train de mener. De quelle chance vous parlez? La Russie vient de perdre la Caucase. Dès que l'empire russe ou soviétique perd le Caucase, ça signifiait la faiblesse de l'empire. Donc ça parle de ce qui s'est passé en Nagorno-Karabakh. Il vient de céder l'Arménie. Il vient d'offrir l'Arménie à Turquie. Erdogan ne rêve que resterait son empire ottoman. Oui. De quelle montée de Poutine vous parlez? Poutine perd. Il perd à Erdogan maintenant. Le prochain conflit que nous allons avoir tous, c'est plus Poutine. Poutine va finir d'ici dans quelques mois. Et c'est l'armée ukrainienne maintenant qui comment est-ce qu'on peut savoir que c'est dans quelques mois? Vous l'espérez, bien sûr. Mais non, on le sait. On le sait, parce que la guerre, c'est les calculs. Si nous faisons tout ce que nous faisons aujourd'hui sans rien, avec notre propre moyen, et avec toutes petites choses qu'on a reçues de l'Occident pour l'instant, vous imaginez qu'est-ce qu'on va faire avec Crimée et avec Donbass dès qu'on va recevoir tout l'armement? Le parrain chinois, ce parrain qui fait peur. Moi, j'étais très frappé. Depuis 2 jours, je posais la question à quelques intervenants. Xi Jinping a commis un génocide sur les Ouïghours. Est-ce qu'il faudrait l'inculper? Et on sent que diplomates, etc., disent mais oulala, inculper Xi Jinping, c'est quand même très emmerdant. Il va revenir ici à Paris, on va lui faire le tapis rouge. Vous le tenteriez, vous? Mais bien sûr. Parce que vous êtes courageuse, mais imaginez les Occidentaux, Volkswagen, surtout. Les Allemands qui vendent leurs voitures. Déjà les Ukrainiens qui sont courageux. Vous pouvez nous accorder toutes les tâches. Impossible. Parce que le mot impossible n'existe pas. Alors attendez, Oksana, allons-y. Vous inculpez mandat de la Cour pénale internationale contre Xi Jinping. Dès qu'il se déplace, par exemple, s'il tente de se déplacer en Occident, on essaie de l'arrêter. Bien sûr, pas de problème. Vous êtes d'accord avec ça, Colonel Goya? Mais c'est pas nous décider. C'est un peu l'équivalent des banques too big to fail. On ne peut pas les laisser... c'est vraiment une façon trop grosse. Là, c'est pareil. Mais il faut faire le premier pas. Si les diplomates à qui vous parlez, Darius, vous disent sont circonspects, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'ils ont peur. Mais vous venez de dire que la Russie contrôle Crimée et Donbass. Non, regardez ce qui se passe en Crimée. Vous appelez ça contrôler Crimée? Le ciel du Crimée n'est plus contrôlé par les Russes, ni le front d'ailleurs. C'est vrai qu'ils sont en difficulté. Mais j'ai le sentiment qu'en fait, il y a 2 mouvements historiques parallèles. D'abord, l'émergence économique de la Chine qui devient un acteur mondial. On en a parlé en Afrique. Effectivement, avec cette alliance inédite de la dictature communiste et du capitalisme le plus brutal. Et aujourd'hui, les Chinois, c'est pour nous, c'est une puissance avec laquelle nous devons composer, parce que d'abord, on se fournit chez eux commercialement massivement, parce qu'ensuite ils ont acheté une partie de la dette publique occidentale. Effectivement, comme dit Michel Goya, c'est le too big to fail. Et en fait, il y avait cette Chine qui était une puissance économique et qui attendait, qui était en quelque sorte aux aguets pour devenir une puissance stratégique. Et en fait, c'est le conflit ukrainien qui lui en a donné cette occasion, parce que la Russie est allée se jeter dans ses bras, et que même avec son voisin et ennemi potentiel, l'Inde, autour de ce conflit ukrainien et contre les Occidentaux, ils n'ont jamais été aussi proches. On le voit bien avec ces BRICS qui deviennent une alliance commerciale, mais plus seulement. Et donc, ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Rappelons cette archive, parce qu'elle est extrêmement révélatrice de ce ton chinois. Ils savent très bien qu'ils font peur à tout le monde. C'est l'archive où il essaye d'impressionner Justin Trudeau, qui est l'incarnation du jeune progressiste occidental, etc. D'ailleurs, soutien très courageux des Ukrainiens, à 200%. Et le caïd chinois, le dictateur chinois, l'attaque bille en tête. Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. And that's not how the conversation was conducted. 如果有诚心，咱们就以互相尊重的态度来进行很好的。
If there is 否则这个结果就不好说了。 Voilà, il accuse de coup, il est bien, Trudeau, mais enfin, on sent quand même qu'il y a 1,4 milliard de personnes et une première puissance qui lui parle. Et le Chinois dit, c'est le respect mutuel qui compte, si nous arrivons à l'atteindre. Et en cela, il paraît extrêmement dubitatif. Il est très désagréable. Pour dire les choses, il est très... Mais cette séquence, elle en dit beaucoup. Il considère qu'ils tiennent le couteau par le manche. Oui, bah, c'est l'expression respect mutuel, moi, qui me fascine, parce que c'est le respect de quoi? C'est le respect de nos régimes. Vous nous respectez, on est un régime autoritaire, on met en tôle les gens sans avocat, mais vous nous respectez, c'est comme ça, vous n'avez pas à vous en mêler. Et Oksana, je suis désolé, effectivement, on peut rêver dans le monde des bisounours, comme ça, d'arrêter les méchants dictateurs. Mais j'allais dire, qui sommes-nous pour faire ça? Mais vous savez, à l'échelle du globe, qui sommes-nous? Pourquoi vous parlez de la force de la Chine et vous ne dites pas en contrepartie que ce que Biden a proposé pour neutraliser la Chine? Chine, il mise seulement 3 milliards de dollars pour approvisionner le Grand Sud. Biden, il propose 113 milliards. Déjà. Ça, il a annoncé ça à G20. Puis, l'Inde était désignée comme une partenaire stratégique du G20 de l'Occident aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a les contrebalances. Oksana, vous avez raison de le rappeler. Les Américains, eux, pensent en termes de guerre préventive. Ils ont eu, alors on dit que c'est une folie ou un courage, selon qu'on les aime ou non, de mener une guerre préventive en Irak. Et beaucoup d'Américains disent, un jour, on va mener une guerre préventive contre la Chine. On va trouver une occasion de les affronter, parce qu'il faut... leur casser un peu les reins avant qu'ils soient trop forts. Mais c'est pas la guerre. Ce qui est certain, c'est que l'effort militaire de la Chine est colossal. Pour l'instant, les États-Unis ont la supériorité militaire, en particulier navale, dans la région. Mais c'est encore vrai pour 10 ans à 15 ans. Mais après, effectivement, ça va changer. Il y a les revendications de la Chine sur Taïwan. On a vu la façon dont la Chine a digéré Hong Kong, y compris par la force. Et les Occidentaux ont protesté. Mais ils n'ont pas osé déclencher un affrontement. Est-ce que vraiment nous sommes prêts tous à avoir, ne serait-ce que notre pouvoir d'achat, baissé de 15-20%? Parce que si on n'importe plus tous les produits bon marché de Chine qui probablement nous habillent tous ce soir en partie, et qui... Je ne sais pas qui ici a des jeunes enfants autour de la table, mais des chambres d'enfants, les jouets, je pense qu'à peu près 100% des jouets, 80% c'est made in China. Mais bien sûr, ou les doudous. Je pensais à... On dit Shine, c'est ça, Shine, absolument. Shine, voilà. Qui déferlent sur tous les adolescents européens. Tous les adolescents. Avec des robes à 15 €. Et donc, aujourd'hui, les Occidentaux sont-ils prêts à renoncer à ce confort? Je ne le pense pas. Et d'ailleurs, les Chinois... très longtemps, ont une forme de modestie, d'humilité. Et maintenant, c'est terminé, ils ne se cachent plus. C'est la scène avec Trudeau. On se souvient de cette scène d'anthologie de l'ambassadeur de Chine à Paris, que vous avez débusqué dans son arrogance. Ça ne lui a pas réussi d'ailleurs, parce qu'il est reparti là-bas, semble-t-il. Mais c'était bien révélateur de ce qu'est ce nouvel état d'esprit qu'on voyait effectivement là, avec Trudeau. Ça a toujours été le retard d'esprit. Pardon, vous parliez de Taïwan. Est-ce que ça pourrait être l'étincelle? Est-ce que c'est vraiment ça qui pourrait déclencher un conflit demain avec la Chine? On voit de toute façon quotidiennement des manœuvres militaires. Alors, les Chinois savent jusqu'où ils peuvent aller. Donc, ils ont des bateaux, des avions en grand nombre dans le détroit. Ils n'attaqueront pas. Voilà, ils ne pénètrent pas dans les eaux territoriales de Taïwan. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que d'un point de vue militaire, je ne suis pas le spécialiste, mais d'un point de vue économique, ce serait ça le conflit qui déstabiliserait le monde. Parce que Taïwan, c'est d'abord, effectivement, les Américains ne resteraient pas sans réagir, parce que Taïwan, ce sont les microprocesseurs, parce que là, pour le coup, ça désorganiserait totalement l'économie mondiale. Colonel ? Oui, juste, alors la séquence me fait penser, là, avec Justin Trudeau, la Chine n'a jamais eu d'alliés dans son histoire. Elle n'a que des vassaux. C'est un empire central qui a toujours raisonné ses relations avec l'étranger en termes de vassalité. Elle n'a jamais fait une alliance avec quelconque. Lorsque l'Angleterre a menacé la Chine, c'était la première guerre de l'opium, l'empereur à ce moment-là envoyait une lettre à la reine Victoria en disant « Nous vous rappelons que vous êtes notre vassal, et que si vous n'arrêtez pas vos bêtises, on enverra une flotte détruire votre avec une dimension ethnique, n'est-ce pas? Être Han, voilà, c'est autre chose. Vous êtes Han, vous êtes là, le reste de l'humanité est là. Il y a plein de peuples qui pensent comme ça. Ils ne sont pas les seuls.
Mais c'est vraiment l'empire du milieu, quoi, hein, c'est le milieu. Maintenant, pour dans la dimension soviétique, hein. Parce qu'il y avait le grand frère, je me souviens à l'époque. Mais ça s'est très mal passé. Oui, mais qui était le grand frère? C'était justement l'URSS, c'était le grand frère par rapport à la Chine. Oui. Quand je vais en Russie aujourd'hui, les Russes me disent mais aujourd'hui notre grand frère c'est qui? C'est de l'autre côté du fleuve. Ça s'est retourné. Et quand on écoute la manière dont Xi Jinping parle de la Russie, il se place en position complètement de grand frère et de suzerain. Accessoirement, les Chinois se rappellent que l'Union soviétique, en 1969, a envisagé très sérieusement de faire une grande campagne nucléaire contre eux. Regardez cette image qui est une manière de défier l'Occident. C'est une des images les plus marquantes de la semaine. Xi Jinping qui reçoit Bachar el-Assad, qui est un des plus grands criminels que la Terre ait porté. Alors, il avait face à lui d'autres criminels qui étaient le groupe État islamique. Mais enfin, il a pris sa part, lui, vraiment. Et il le reçoit en grande pompe. Il lui offre une sorte de résurrection à l'échelle de la Chine. Et ces deux types-là qui se font face défient l'Occident. Ils n'en ont rien à faire de ce que représente Bachar el-Assad pour nous. Mais c'est pour ça que, c'est ce que je disais il y a 3 minutes, ils en ont rien à faire. C'est vraiment l'expression, c'est un boucher. Et qui, il y a 3-4 ans, aurait dit il va revenir dans le jeu international? Non, pas du tout, il sera... Bah, il est là, il est reçu comme vous vous rendez compte, sous les ors chinois. Donc, je crois que il y a le business... Il y a des intérêts extrêmement forts. La mondialisation économique et financière est extrêmement puissante. Et malheureusement, dedans, les valeurs de ce qu'on appelle les valeurs du monde libre sont un peu broyées, voire beaucoup. Ça intéresse plus une grande partie du monde qui considère que c'est pas l'avenir. Et en plus, ils ont la démographie pour eux. Ils ont la démographie. Regardez notre démographie. Oui, regardez, c'est aussi à nous de regarder un peu la réalité. 2 enfants par femme, 1 enfant par femme. Vous avez des pays. Bon, alors, ils sont en train de restreindre. Donc, mais il y a énormément le continent africain, le continent latino-américain. Est-ce que c'est le retour de la réelle politique? Vous dites ça comme observateur, très bien. Oui. Mais il y a des diplomates, des militaires qui pensent ça, qui se disent ma foi. Enfin, et qui pensent que c'est favorable. Et qui pensent que c'est favorable à la paix, finalement. Non, mais moi, ce que je trouve, c'est que la réelle politique doit exister. Cessons l'aveuglement, ça suffit. Arrêtons de penser en termes de domination du monde ancien, tout ça, c'est terminé. Donc on abandonne les valeurs, Anne. C'est terminé. Non, on doit garder nos valeurs, si on en a. Ils n'ont pas les valeurs. Mais oui, mais... il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'état de droit. Peut-être, mais chacun doit on ne peut pas l'imposer. On ne peut pas imposer. Mais exactement, on doit vivre les yeux ouverts en tant qu'observatrice du monde, reporter de guerre dans des tas de pays. J'ai bien vu, ça saute aux yeux, que très peu ont les mêmes valeurs que nous. Mais ils ont autant le droit d'exister que nous.